Bonjour et bienvenue à cette séance d'information sur la MSC Stratégie offerte à HEC Montréal. Mon nom est Charlotte Cloutier, je suis professeure agrégée en stratégie à HEC et je suis aussi responsable pédagogique pour cette MSC. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt ou une curiosité pour la matière qui est la stratégie en gestion. Et peut-être la première question à se poser, c'est quoi la stratégie? Déjà, dans un premier temps, la stratégie, il faut comprendre, c'est une spécialisation interdisciplinaire. Ça touche finalement à plein de domaines, que ce soit le marketing, le GIS, la finance, la comptabilité. Et ça s'intéresse en fait à l'ensemble des activités et processus par lesquels les organisations créent de la valeur pour leurs clients, mais pas seulement, pour leurs actionnaires, leurs parties prenantes et pour la société dans son sens plus large. Elle va aborder en fait les outils, les approches qui nourrissent la réflexion des dirigeants sur les actions que l'entreprise doit faire pour assurer la survie, la performance et le développement de leur organisation. On parle de quoi quand on parle de stratégie? Alors, le domaine de la stratégie s'intéresse à la prise de décision stratégique dans un contexte d'incertitude ou d'ambiguïté. La stratégie, ça porte vers le futur, ça a un regard vers le futur. Et forcément, quand on pense au futur, on prend pour acquis qu'il y a une certaine incertitude ou ambiguïté associée aux actions que l'entreprise doit prendre. C'est aussi une question de positionnement dans l'organisation, positionnement dans l'environnement et qui sont en adéquation avec les ressources, les obligations sociales et les attentes des parties prenantes des organisations. Et finalement, ça porte aussi sur la cohésion, donc en termes des différentes disciplines de l'organisation, de s'assurer que toutes ces disciplines soient alignées et que chacun d'entre eux travaille vers un objectif commun. À la lumière de la stratégie définie de cette façon, en quoi ou qu'est-ce que nous faisons, nous, au niveau de la MSC en stratégie? Et donc, on cherche en fait à développer la capacité des étudiants à raisonner de façon stratégique. Alors, c'est de réfléchir et de savoir comment agir face à l'éventail d'enjeux auxquels peut faire face une organisation, mais on s'intéresse à toutes sortes d'organisations, donc l'entreprise privée, mais aussi l'organisation publique, les coopératives ou les organismes à but non lucratif. Ce raisonnement qu'on dit ou qu'on appelle stratégique porte sur l'ensemble des activités qui sont liées à une démarche de réflexion stratégique dans une organisation. Et ces démarches peuvent être à la fois formelles ou informelles. Ça va porter sur l'identification des enjeux, le développement des modèles d'affaires. Ça va parler de vous donner les outils et les moyens de formuler des recommandations à la direction. L'établissement, l'évaluation des plans d'action, formuler des plans d'action, puis évaluer leur mérite, leur cohésion, leur alignement entre les différentes disciplines, et aussi faire des recommandations en matière d'adaptation structurelle de l'organisation dans une perspective de l'aider à rencontrer ses objectifs. Donc, en termes des autres matières en gestion, la vision que nous, on peut avoir de la stratégie, c'en est une qui est vraiment au centre de l'action de l'entreprise. C'est vraiment la perspective des dirigeants qui doivent coordonner l'action de toutes les sous-disciplines en gestion, donc le management, le marketing, les ressources humaines, la gestion des opérations, la finance, la comptabilité, les affaires internationales ou l'internationalisation, pour s'assurer que toutes ces entités soient alignées vers un objectif commun. Quels sont donc les outils permettant d'assurer cet alignement? Ce sont des sujets qui nous préoccupent et qui nous intéressent. En complétant une MSC stratégie à HEC Montréal, le type de compétences que vous allez développer. Quelles sont les compétences? Les compétences incluent donc soutenir et encadrer une démarche de réflexion ou de planification stratégique. Et qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à identifier des enjeux, formuler un plan d'action qui permette d'adresser ces enjeux, évaluer les risques, faire une veille concurrentielle, savoir ce que font les concurrents, se positionner par rapport aux concurrents, proposer, évaluer des options stratégiques que l'organisation peut entamer ou faire pour accomplir ses objectifs. En plus, on peut faire donc des analyses d'ordre financier, mais on va aussi faire des analyses et faire des évaluations sur les compétences et les ressources distinctives de l'entreprise qui peuvent toucher à des choses ou des éléments intangibles comme l'identité, la culture, la réputation, l'image. On va poser des diagnostics internes sur l'organisation
voir où sont les difficultés d'intégration, de coordination, faire un business case ou développer un modèle d'affaires et penser et réfléchir aux modalités de développement. Donc, comment l'entreprise va croître, qu'est-ce qui va assurer son succès, les différents mécanismes permettant sa croissance et son développement. Quelles sont les trajectoires de carrière que les gens qui poursuivent une MSc en stratégie vont poursuivre? Alors, typiquement, nos candidats vont se retrouver dans des entreprises de consultation. Ils vont occuper des postes d'analyse ou de conseil interne dans les entreprises, notamment au sein soit des unités de développement d'affaires, de partenariat, d'achat, services d'achat. On les retrouve aussi comme postes d'analyste auprès d'organismes gouvernementaux, notamment ceux liés au développement économique et aussi quelquefois auprès d'organismes de recherche et de transfert intéressés par le développement économique. Ce sont des postes d'analyse pour commencer, mais éventuellement, ce sont des personnes qui visent la direction de l'entreprise ou qui visent à plus long terme une trajectoire les menant à diriger une petite, moyenne ou grande entreprise. Selon le rapport du service de gestion de carrière de HEC, les postes auxquels ont obtenu nos diplômés dans les dernières années incluent donc plusieurs postes d'analystes juniors ou seniors, chargés du développement d'affaires, coordonnateurs, consultants juniors seniors, représentant les services financiers, responsables de formation technique. Donc, ce sont des types de postes auxquels ils ont accédé, souvent en lien avec leur expérience précédente, dans le cas de certains qui nous arrivent avec un certain bagage d'expérience professionnelle avant de débuter la MSc. Ce n'est pas une nécessité, mais ça arrive quelquefois que ces étudiants-là sont en mesure de mobiliser leurs expériences antérieures dans le développement de leur trajectoire de carrière. Pourquoi faire une MSc? Alors déjà, si on regarde le taux de placement des diplômés de HEC Montréal dans sa globalité, donc on a quelques statistiques pour l'année 2019 qui est situé quand même à 98%. Le programme est très apprécié par les employeurs montréalais, les employeurs québécois. Le salaire moyen de nos diplômés, donc global encore pour la MSc, est de 62 000. Évidemment, le taux salarial dépend du domaine dans lequel on travaille, donc les postes en consultation, avec des salaires un peu plus élevés. D'autres de nos candidats se retrouvent dans des organismes à but non lucratif, par exemple, où là, les salaires vont être moindres. Mais globalement, le taux de placement du programme est quand même très, très élevé. Et vous avez tout un ensemble de ressources de soutien pour vous appuyer dans vos démarches de recherche d'emploi à la fin du programme. Donc, entre autres, le service de gestion de carrière de HEC Montréal étant très dynamique, qui offre un nombre assez important d'ateliers, de conférences, affiche de nombreuses offres d'emploi qui sont valables et accessibles même après que vous soyez diplômé, des cliniques de toutes sortes ainsi que des rencontres individuelles pour vous aider dans votre démarche à la fois de déterminer la carrière que vous souhaitez poursuivre et par la suite dans les démarches concrètes que vous entreprenez pour y arriver. En ce qui concerne les critères d'admission au programme, vous avez les détails sur le site du programme, sur le site de l'école. Grosso modo, pour voir qu'est-ce que nous considérons ou qu'est-ce qu'on regarde, déjà dans un premier temps, on est assez ouvert en matière du baccalauréat, donc il faut avoir complété déjà un programme de premier cycle ou l'équivalent, de préférence en administration des affaires, mais on est ouvert à d'autres disciplines, entre autres dans les sciences humaines, mais aussi en droit, en génie ou dans un domaine connexe. Ce qui est souhaitable, par contre, ce sont des notions de base en comptabilité finance. Certains cours vont faire appel à ces notions. Si vous n'en avez pas, ça ne sera pas un critère d'admission. Par contre, juste savoir que dans certains cours, il faudra peut-être faire un effort supplémentaire pour acquérir ces connaissances par vous-même. Pour ce qui est des résultats académiques, donc au premier cycle, on considère les dossiers ayant une moyenne cumulée de 3, minimum de 3 sur 4,3. Je dirais que pour les dossiers avec des moyennes de 3 à 3,2, vu la compétitivité du programme, il faut vraiment que ces candidatures-là soient appuyées avec des lettres de motivation particulièrement convaincantes, des lettres de recommandation très fortes, là où pour tenter éventuellement de compenser pour une performance au bac ou au premier cycle qui était peut-être moindrement que les attentes du programme.
Alors, bons résultats académiques et donc pour la lettre de motivation ainsi que les lettres de recommandation. La lettre de motivation doit être personnelle. Elle doit éviter des platitudes ou des remarques qui ne vous distinguent pas en fait du lot, qui parlent pas de vous, de vos accomplissements, de vos réalisations, de vos objectifs de carrière, par exemple. Donc, une lettre de motivation personnelle est très convaincante. Et des lettres de recommandation, de préférence encore là, qui sont personnalisées, que c'est clair que ça vient d'une personne qui vous a connu, et de préférence des lettres de recommandation, au moins l'une des deux que vous êtes obligé de soumettre, qui provient d'un professeur, un professeur qui vous a connu et qui peut commenter sur vos aptitudes académiques. Ici, vous avez une diapo qui présente la structure du programme. Vous avez deux profils. Je pense que sur le site de l'école, vous avez pu voir qu'il y a la possibilité de faire un profil mémoire ou un profil projet supervisé. Le profil mémoire comporte moins de cours, mais culmine avec un grand projet, un grand travail de recherche que vous allez faire en travaillant très étroitement avec un professeur sur un sujet qui vous intéresse personnellement et qui peut fonder ou constituer un peu votre identité et votre spécialisation ou sous-spécialisation dans le domaine. En contrepartie, vous pouvez aussi choisir un profil qu'on appelle le profil projet supervisé, où là, vous avez un plus grand nombre de cours à suivre et le travail culmine dans un grand travail, un travail qui est un mandat, souvent prend la forme d'un mandat en organisation ou d'un projet ou recherche de moins d'envergure que dans le cas du mémoire, mais qui pourrait vous apporter une base d'expérience concrète en entreprise. Ici, vous avez un peu les deux profils, donc le profil mémoire versus le profil de projet supervisé. Dans le cas du mémoire, les sujets, donc vous avez quelques exemples ici de sujets, ont une envergure beaucoup plus grande que ce qu'on peut retrouver dans le projet supervisé. L'idée aussi qu'il s'agit de documents publics qui peuvent éventuellement être publiés, accessibles à d'autres, et ça devient quelque chose sur lequel vous pouvez utiliser un outil que vous développez et autres que vous pouvez porter avec vous dans la poursuite de votre carrière. Le projet supervisé, quant à lui, permet de travailler ou de mettre en pratique les différents outils ou approches que vous aurez vus en classe, avec une perspective à avoir une certaine réflexion critique sur ces outils ou sur l'utilisation de ces outils, et l'objectif étant de moins grande envergure que dans le cas du mémoire, mais simplement de montrer une certaine capacité à appliquer et comprendre les concepts vus et acquérir, dans le cas de mandats en entreprise, une certaine expérience pratique liée à votre domaine d'expertise. Dans la structure du programme, vous avez en fait 3 blocs de cours. Le premier bloc s'agit de cours obligatoires, donc vous avez les cours obligatoires du programme dans son ensemble et certains cours obligatoires de la spécialisation. Le cours obligatoire de spécialisation est un cours de stratégie générale qu'on appelle gestion stratégique et politique générale. Et ensuite, vous avez un choix de prendre 2 sur 3 cours qui sont offerts, des cours de spécialisation en stratégie, approche et outils contemporains en stratégie, la stratégie au-delà du marché, et un cours orienté vers la gestion des fusions, acquisitions et alliances. Dans le bloc 2, vous avez le choix d'un cours de management. Vous avez à choisir entre des cours qu'on appelle les cours de management général. Et dans ce profil, on vous propose certains parcours qui ne sont pas obligatoires. En fait, vous pouvez mélanger les cours comme vous voulez, mais on en suggère certains parcours thématiques, donc des cours en consultation, donc un parcours consultation, un parcours management, un parcours éthique et RSE et un parcours entrepreneuriat et innovation. Donc, on vous offre des choix de cours qui s'enlignent avec ces thèmes, mais après, vous avez les choix, en fait, de choisir les cours que vous voulez et de constituer votre propre profil personnalisé pour le programme. Des exemples de cours populaires que vous pouvez suivre dans ces choix de cours. Vous avez le cours de consultation en gestion, vous avez des cours de gestion, responsabilité et développement durable,
management de l'innovation, design des organisations, théorie du leadership, théorie de la décision. Donc, ça fait des exemples de cours que vous pouvez suivre dans ce bloc 2. Dans le bloc 3, c'est là où vous allez voir dans d'autres domaines. Donc, on touche à l'interdisciplinarité de la discipline. Et vous avez donc à choisir un certain nombre de cours dans d'autres départements de l'école. Donc, ça peut être des cours en comptabilité, en marketing, en gestion des opérations, en affaires internationales. C'est vraiment à vous de choisir lesquelles de ces fonctions vous semblent les plus pertinents par rapport au projet que vous poursuivez. Des exemples de cours qui sont populaires parmi les étudiants. On a des cours dans le département des affaires internationales, stratégie concurrentielle et commerciale des multinationales, l'internationalisation de la firme. Dans le domaine des ressources humaines, il y a un cours de la réflexion stratégique en gestion des ressources humaines. On a des cours transformation numérique. On a des cours aussi dans les mesures de la performance qui, dans ce cas-là, relèvent du département de comptabilité. Donc, beaucoup de choix pour aller chercher des compétences complémentaires dans votre parcours. Quand viendra le temps de poursuivre votre mémoire ou votre projet supervisé, vous pourrez faire appel à de nombreuses expertises particulières des professeurs du département. Ici, on vous fournit un petit échantillon de ce qui est possible. Donc, autour de fusion-acquisition ou pratiques de consultation, stratégie en contexte pluraliste, prise de décision au niveau de la direction, les pratiques de la stratégie, des spécialistes en termes de domaine ou de stratégie dans les organisations artistiques, par exemple, l'intérêt dans la culture, les entreprises collectives, enfin, beaucoup de choix et d'expertise parmi les professeurs du département. Comme il a déjà été expliqué, vous avez deux choix de parcours, soit le mémoire, soit le projet supervisé. C'est un choix que vous pouvez faire au moment de votre application. Vous spécifiez laquelle des parcours vous intéresse le plus, tout en sachant que vous avez la possibilité de changer en cours de route. Vous avez le droit de changer une fois en cours de parcours. Si vous êtes en projet supervisé, de vous diriger vers le mémoire ou inversement. D'où l'importance dans vos premières sessions, votre première année à tout le moins, de poser beaucoup de questions et réfléchir lequel de ces deux parcours vous convient le mieux. Vous donner des idées des titres de mémoire récents qui ont été publiés, enfin qui ont été complétés par des étudiants du programme. Vous pouvez voir, il y a une grande diversité dans les sujets. Ça permet quand même d'explorer un grand nombre de sujets. Vous avez ici des pratiques d'apprentissage dans une firme de consultation en stratégie, les stratégies identitaires des femmes dans le secteur du conseil, l'innovation dans l'industrie manufacturière de meubles québécoise, le financement participatif dans le domaine des OBNL ou encore la gestion du capital humain bénévole dans le sport amateur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, une grande visée, une grande variété dans les sujets qui peuvent être traités sous la rubrique du projet mémoire. Ensuite, pour les projets supervisés, là, on parle plus de mandats, des diagnostics stratégiques ou analyse de stratégie, évaluation de modèles d'affaires, rédaction de cas pédagogiques sont des exemples de travaux qui peuvent être complétés sous le parcours de projet supervisé. Voilà qui complète la présentation. Je suis disponible pour répondre à vos questions en live pendant la journée des portes ouvertes du 8 novembre, du dimanche 8 novembre. Je serai présente sur le site de l'école entre midi et midi 45 pour répondre à vos questions. Sinon, écrivez-moi au courriel qui est indiqué sur la diapo. Pour toute question d'ordre pédagogique ou liée à des circonstances particulières pour l'admission, vous pouvez donc m'écrire vos questions et je tâcherai d'y répondre dans les délais les plus brefs. Alors, merci de votre attention et peut-être au plaisir de vous rencontrer à la rentrée de septembre 2021. Merci.